Alors, allez, on est parti. Donc, ce soir, comme c'était attendu depuis un petit moment, on va enfin faire le cours sur l'appareil respiratoire et ses grandes pathologies. Alors, vous savez que moi, je suis très friande des rappels anatomo-physio. Donc, dans nos objectifs de ce soir, je vais vous inviter à comprendre l'anatomie et la physiologie de l'appareil respiratoire. Je ne rentrerai pas dans les détails comme j'ai pu le faire sur le cours de l'intubation, parce que là, c'était très spécifique et vous aviez besoin d'avoir ces détails-là. Là, ce sera un simple rappel, ça va être assez rapide, donc ce ne sera pas redondant. Ensuite, je vais vous introduire les examens fonctionnels respiratoires. Vous allez souvent entendre les EFR. Donc, on va parler de certains. Je vais développer certains examens, mais pas tous. Et puis ensuite, je vais vous présenter les différentes pathologies respiratoires qui existent. Je vous rassure, je vous ai préparé le petit cours théorique. Donc, en récompense, il y aura le cours théorique. C'est pour ça qu'aussi le groupe Messenger, il est important puisque j'ai besoin de vos mails pour vous le faire parvenir. Je ne vous l'enverrai pas de suite dans l'immédiat parce que j'aimerais quand même peaufiner un petit peu la présentation qui est faite pour moi, hein, parce que j'ai quand même mon cours en appui. Voilà, je voudrais vous faire quelque chose quand même de plus propre, que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui taquine très très bien le Word, donc il va vous faire un truc très propre. Donc notre petit rappel anatomo-physio. Donc vous savez que les voies aériennes, ce sont les structures qui permettent à l'air qu'on inspire d'atteindre les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires étant l'unité fonctionnelle où se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. L'oxygène qui est apporté par l'air inspiré, il va traverser la membrane alvéolo-capillaire et il va pénétrer dans le sang, alors que le gaz carbonique, lui, il va faire le chemin inverse, il va être éliminé par l'air expiré. Donc notre appareil respiratoire, il se décompose de cette façon-là. On a les voies aériennes supérieures. Comme on le voit sur le schéma, nos voies aériennes sont composées des fosses nasales, de la cavité buccale, du pharynx et du larynx. On a également des cellules ciliées dans ces cavités-là qui vont permettre de réchauffer, d'humidifier l'air, mais aussi et surtout de nous débarrasser des impuretés. Le pharynx, lui, c'est le carrefour aérodigestif. Il est composé du rhinopharynx à l'étage supérieur qui s'ouvre en haut et en arrière vers les fosses nasales. On a l'oropharynx qui est à l'étage moyen et qui lui est situé en arrière de la langue. Il s'ouvre sur la cavité buccale et on a l'hypopharynx qui est à l'étage inférieur qui se trouve en arrière du larynx et qui va se prolonger par l'œsophage. On a également les voies aériennes inférieures. Et donc là, on y trouve la trachée. La trachée que je vous ai présentée dans un peu plus de détails pendant le cours sur l'intubation. On a vu vraiment toutes les spécificités de cette trachée et les éléments qui étaient importants, notamment lors d'une intubation. Donc la trachée, elle fait suite au carrefour aérodigestif et elle débute juste après l'épiglotte. Vous vous rappelez, c'était notre repère pour l'intubation. Et elle se trouve en avant de l'œsophage. Elle est donc constituée en avant d'anneaux cartilagineux, entre 16 et 20. Et la trachée, elle mesure entre 10 à 12 cm. Là, quand on va dans son prolongement, quand on la voit descendre, on arrive à cette bifurcation qu'on appelle la carène, qui va elle-même se diviser en nos deux branches souches, la branche gauche et la branche droite. Vous vous rappelez que je vous ai dit que on avait des branches qui n'étaient pas dans le même angle. La branche droite est plus verticale que la gauche, ce qui notamment privilégie les inhalations dans le poumon droit. On remarque également que notre branche va se subdiviser en d'autres branches et des bronchioles jusqu'à en arriver à nos branches lobaires.
et plus particulièrement quand on va après parler des alvéoles. Les poumons, pour les resituer, donc ils sont au niveau de la partie latérale de la cage thoracique, de part et d'autre du médiastin. Ils sont reliés par des pédicules pulmonaires au niveau du île pulmonaire. Ils sont enveloppés par la plèvre. Leur face inférieure s'appuie sur le diaphragme, qui est un muscle très important dans le cadre de la respiration. Leurs faces externes, elles sont sur le plan costal et leurs faces internes sur le médiastin. On a les sommets, qu'on appelle plus couramment les apex, qui se situent en sus claviculaire. Vous vous rappelez, dans le cours sur la voie veineuse centrale, on a dit que la sous-clavière, on évitait de la faire pour le risque de pneumothorax, parce qu'on risquait de percer l'apex, et que si ça devait se faire, on faisait ça sous écho-guidage. On a vu donc qu'on avait deux poumons, un poumon droit, un poumon gauche. Le poumon droit est subdivisé en trois parties, la supérieure, la moyenne et l'inférieure. Et ces trois parties-là sont elles-mêmes subdivisées en des segments, ce qui va permettre, dans certains cadres de chirurgie thoracique, de faire soit des pneumectomies, on enlève complètement un poumon, soit des lobectomies, on enlève un lobe, soit des segmentectomies, et là, c'est juste des petits segments de poumon. Et le poumon gauche, lui, il a juste deux lobes et avec des subdivisions de segments. Et ces petits traits qu'on voit ici, ça s'appelle des cisures. Je n'ai pas avancé. J'étais partie dans ma description. On en vient aux alvéoles pulmonaires. Donc, on a parlé de nos bronches souches qui vont se transformer en bronches lobaires et bronchioles. Le lobule pulmonaire, qui est notre unité anatomique et physiologique. Chaque lobule est constitué d'une bronchiole terminale et d'une artère lobulaire. Et elles sont issues de l'artère pulmonaire. Cette bronchiole, elle se ramifie de plus en plus et elle donne des canaux alvéolaires où s'ouvrent les alvéoles pulmonaires, qui sont les plus petites unités du poumon. Et dans le même temps, on a les vaisseaux sanguins qui se ramifient aussi et viennent former un réseau très dense de capillaires autour de chaque alvéole. Moi, à l'école, ça me faisait, quand j'ai découvert ça, ça me faisait vraiment penser à des nids d'abeilles, cette formation et cette présentation, ça me faisait penser à ça. Voilà pour le petit rappel anatomo-physio. Voilà, vous avez promis quelque chose d'assez rapide et de pas trop redondant. Maintenant, on va passer aux épreuves fonctionnelles, plus couramment appelées les EFR. Donc, les épreuves fonctionnelles, ce sont un ensemble de mesures qui vont permettre d'évaluer de manière objective et quantitative la capacité pulmonaire du patient. Elles permettent, donc, en fonction des résultats, de poser un diagnostic, mais aussi de faire le suivi de ces pathologies respiratoires. Les EFR, elles sont prescrites dans des cas particuliers, par exemple en cas de symptômes de problèmes pulmonaires, toux chronique, essoufflement. Bon, on va pas vous faire des EFR si vous avez une toux qui va durer une semaine, c'est probablement lié à une bronchite ou autre. Maintenant, si c'est des toux qui sont chroniques, qui vous réveillent même la nuit et qui s'étalent sur des mois, là, on va faire une exploration fonctionnelle de votre respiration. On fait aussi des EFR dans le cas de suivi d'évolution des maladies pulmonaires chroniques, comme l'asthme, la BPCO, l'emphysème, qu'on verra plus tard. On les fait en cas de dépistage de certaines pathologies en lien avec l'exposition à des substances dans l'environnement ou sur des lieux de travail. Je pense par exemple à des gens qui travaillent dans des milieux fermés en manipulant des produits qui sont assez toxiques, volatiles, ou qui travaillent dans la poussière. Et en cas d'évaluation du bon fonctionnement des poumons avant de faire une intervention chirurgicale. Par exemple, dans le cas de la pneumectomie, lobectomie, segmentectomie ou dans le cadre de la greffe pulmonaire, par exemple aussi. Même si quand on arrive sur des greffes pulmonaires, on sait que la personne n'a plus une capacité fonctionnelle respiratoire correcte, mais ça peut permettre de savoir de quelle façon on va ventiler la personne au cours de la chirurgie. Je ne vais pas m'étendre plus, vous aurez plus de détails dans le cours théorique. Je vais vous parler un petit peu de la spirométrie. La spirométrie, c'est un appareil qui permet de mesurer les capacités respiratoires. C'est un examen qui est facile et qui est indolore. On va demander au patient tout simplement d'inspirer et d'expirer par un embout qui est relié à un appareil.
et qui va établir des courbes et des calculs qui vont caractériser du coup la respiration de la personne. Et en fonction des résultats obtenus, on va les comparer à des résultats qu'on aurait dû obtenir chez une personne du même âge, du même sexe, de la même taille, donc en gros dans des valeurs idéales. Vous vous rappelez, quand on a fait le cours sur les modes ventilatoires, je vous ai parlé de volume courant, le volume qui rentre et qui sort. Et ce volume courant qu'on règle sur un ventilateur, on l'adapte en fonction du sexe, de la taille et du poids idéal. Eh bien, en fait, c'est ça on va comparer en fonction des résultats qu'on devrait avoir si on avait des poumons qui sont sains. Donc, grâce à cette spiro, on va avoir le volume courant, donc le volume d'air qui rentre et qui sort, sur une minute. On va avoir le volume maximal d'air inspiré en 1 seconde. Donc, vous allez beaucoup entendre parler de VEMS. Le VEMS, le but, c'est de dire à la personne d'emmagasiner un maximum d'air dans les poumons. Donc, ils vont devoir prendre une grande inspiration d'un coup et ils vont devoir souffler très, très fort, vider leurs poumons très, 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 très fort en 1 seconde. Et la machine, elle va mesurer ce volume d'air expiré sur cette seconde-là. Et vous allez entendre aussi beaucoup parler du débit de pointe, le DEP, DEP, qui est un instrument qui permet notamment à la personne asthmatique, mais pas que, d'évaluer à tout moment ses capacités respiratoires. Voilà, le but, c'est retenez bien que le DEP permet de mesurer les capacités respiratoires. Effectivement, on le retrouve beaucoup chez les asthmatiques, mais par exemple, les patients qui sont atteints de mucoviscidose, ils ont, on en parlera après, ils ont une éducation respiratoire qui est telle qu'ils sont capables de le mesurer tout seuls et ils sont très sensibilisés à ça. Donc cet outil, il est indispensable. Il permet de repérer le début d'une crise d'asthme ou de mesurer les effets du traitement. Pour vous donner un ordre d'idée, les valeurs normales ou théoriques du DEP donc, vont dépendre du sexe, de l'âge et de la taille, encore une fois. Chez la femme, on dit que le DEP doit être compris entre 400 et 550 litres par minute, et chez l'homme, il doit être entre 500 et 650. Voilà, pour chaque patient, on va conserver la meilleure valeur suite au test qu'ils auront fait, qui sera leur valeur de référence. On se basera sur ça pour surveiller leur évolution. Pour le suivi de l'asthme, donc on va utiliser cette valeur de DEP, mais pour d'autres pathologies aussi. Voilà, je ne m'éternise pas plus, parce que sinon on n'aura pas trop de temps, ce n'est pas le but. La plethysmographie. La plethysmographie, j'ai mis du temps à savoir le dire. Et lui, c'est un examen qui est effectué dans une cabine. Ça ressemble assez à la spirométrie. Mais c'est dans une cabine et il va permettre d'étudier la totalité des volumes pulmonaires, y compris, et ça c'est ce que ne fait pas la spirométrie, le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration maximale. Cet examen, donc je vous dis, vous le voyez là sur l'image, c'est un examen qui est réalisé dans une cabine qui est fermée, dans laquelle le patient il est assis sur un siège, et ça va nous permettre de diagnostiquer éventuellement un syndrome restrictif, par exemple dans le cadre de la fibrose pulmonaire, ou une distension thoracique dans le cadre de l'emphysème. Ah, j'ai un souci avec mon truc. Ouais. Ensuite, je vais vous parler de la mesure de la diffusion du CO, qui évalue juste le passage des gaz, notamment de l'oxygène des poumons vers la circulation sanguine. C'est une mesure qui est utile en cas d'emphysème surtout, de pathologie interstitielle ou de fibrose, et éventuellement aussi dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire, que je n'aborderai pas ce soir, que je ferai dans un cours vraiment plus spécifique, parce que j'aimerais vous parler d'un monitorage dont on se sert plus beaucoup parce qu'il est très, très, très invasif, qu'on appelle la Swan-Ganz. Nous avons les gaz du sang, le test de la marche de 6 minutes.
Je voulais aller plus vite que la musique. Donc, lui, c'est un test au cours duquel on va tout simplement mesurer la plus grande distance que le patient il va être capable de parcourir en marchant pendant 6 minutes. Au cours de ces 6 minutes, il va être surveillé son taux de saturation d'oxygène et sa fréquence cardiaque. Ça va nous permettre de connaître ses capacités à l'effort et de déceler un éventuel manque en oxygène, ce qui va peut-être permettre d'expliquer un essoufflement, d'évaluer le retentissement de sa maladie sur ses performances, de suivre l'évolution de sa maladie et aussi d'évaluer l'efficacité de ses traitements, de régler son débit d'oxygène si c'est un patient qui est oxygénodépendant avec une petite bouteille de transport. Et je vous ai mis dans le cours tout ce qui est mesurer, les précautions pour la réalisation de ce test, comment se déroule le test, les instructions qu'on donne aux patients. Voilà, vous allez tout retrouver dans le cours. Pareil, je ne vais pas m'étendre, ce serait dommage de perdre du temps, mais vous aurez tout dans le cours. J'ai rien inventé, vous verrez ma bibliographie, ma webographie, hein, je n'invente rien, je vais vraiment chercher les données sur soit la SRLF, soit j'arrive jamais à le dire, la SLPF. Bon, enfin bref, vous verrez tout dans ma biblio. On a forcément les gaz du sang qui, bon, ça on en avait parlé dans le cours sur le cathéter artériel, hein, c'est une prise de sang en artériel, on ponctionne l'artère, on va prélever du sang artériel qui est censé être riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique. Et là, ça va nous permettre de savoir si les poumons fonctionnent bien, si y a un apport suffisant en oxygène, si le gaz carbonique est correctement éliminé. Ça va être très, très utile pour comprendre également l'essoufflement, suivre l'efficacité des traitements ou tout simplement suivre l'évolution d'une pathologie. Notamment dans les cadres de PPCO, vous allez voir que c'est des gens qui sont hypercapniques parce que c'est une pathologie où le gaz carbonique n'est plus éliminé correctement. On va également rencontrer la mesure de la force musculaire diaphragmatique qui se fait par les EFR, forcément, par des mesures qui peuvent être non invasives, des pressions diaphragmatiques, des mesures qui peuvent être invasives, par des explorations électroneuromuographiques. Donc là, vraiment, on va être sur l'analyse musculaire au plus proche. Et on peut faire aussi une échographie. Je ne m'étends pas plus. Dans le cours, je vous mettrai le lien parce que j'ai trouvé un PowerPoint sur Internet qui est très, très, très bien fait et très, très détaillé. Donc, je pense que le mieux, c'est de vous en renvoyer à cette explication-là. Et on aura le test de provocation bronchique. Ce test, il a simplement pour but de rechercher un terrain asthmatique. Le but étant de faire inhaler de faibles doses de substances qui sont aérolisées. En général, c'est la métacholine hein, qui est semblable à celle naturellement qu'on a dans l'organisme. Et sa propriété, tout simplement, va être de faire contracter le muscle qui entoure les bronches. Alors, c'est avec des faibles doses, hein, bien évidemment. Et du coup, grâce à ce test, on va pouvoir savoir le caractère de l'asthme en général. Il y a d'autres examens qui sont assez spécifiques qu'un pneumologue peut demander, comme la mesure des résistances pulmonaires, la mesure de la puissance des muscles respiratoires ou le test d'hyperoxie. Très sincèrement, je ne me suis pas aventurée à vous les expliquer, étant donné que moi-même, je ne les ai jamais rencontrés. Ça peut être intéressant d'aller se documenter avec un peu plus de curiosité. On peut faire aussi des tests pharmacologiques pour évaluer la sensibilité des poumons à certains médicaments inhalés parce qu'il y a des patients qui peuvent avoir des terrains déjà très allergiques, notamment les asthmatiques. Et peut-être qu'avant de leur prescrire certains médicaments, il va être bon de faire des tests avant. On va passer au vif du sujet, le pourquoi vous êtes là. Et on va attaquer par la mucoviscidose. Donc là, voilà, je pense très fort à ma petite chouchou
Et à tous les patients qui ont la mucoviscidose. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Grégory Le Marchal parce qu'il avait un parcours assez incroyable pour avoir vu des patients atteints de mucoviscidose de près. C'était vraiment une performance extraordinaire qu'il a fait. Quand on connaît la maladie, et après ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez mieux comprendre pourquoi ce qu'il faisait, c'était incroyable. La mucoviscidose. La mucoviscidose, je vais vous prendre la définition d'Amélie.fr parce que je pense que c'est la mieux et c'est celle qui est la plus complète. C'est une maladie qui est génétique. C'est une maladie qui se caractérise par des sécrétions visqueuses au niveau de plusieurs organes, parce qu'on la connaît uniquement en étant une maladie respiratoire. Mais en fait, ce n'est pas une maladie respiratoire à proprement parler. Elle touche vraiment plusieurs organes et principalement les poumons et le pancréas. Elle se développe dès la naissance et elle évolue avec des épisodes d'aggravation. Donc, je vous ai dit, c'est une maladie qui est génétique mais aussi héréditaire. Ces sécrétions, elles sont dues à l'épaississement des sécrétions de plusieurs organes qui vont altérer leur fonctionnement. Elle est diagnostiquée le plus souvent à la naissance par le test de Guthrie. Le test de Guthrie, je vous renvoie à vos cours qui permettent d'avoir plusieurs diagnostics d'autres maladies. Et dans les premiers mois de vie ou avant 6 ans, on peut faire aussi un test de sueur si au test de Guthrie, ça n'a pas été diagnostiqué. Cependant, il existe des formes à révélation beaucoup plus tardives. Je me rappelle, moi, d'un jeune homme d'une début trentaine d'années qui avait été diagnostiqué vraiment sur le tard, qu'il était atteint d'une mucoviscidose, qui avait été greffé et qui s'en était très, très bien sorti d'ailleurs. La maladie, elle est liée à une anomalie de la protéine CFTR, qui veut dire cystic fibrosis transmembrane conductance régulator. Elle est fabriquée à partir d'un gène qui est situé sur le chromosome 7. Il s'agit d'un chromosome qui est autonome et qu'il faut différencier vraiment des chromosomes sexuels X ou Y. Ce gène, il peut faire l'objet de mutations qui rendent la protéine du coup inefficace. Et cette protéine, elle régule les transports de chlore à travers les membranes des muqueuses glandulaires du corps. Donc, il existe plus de 1500 mutations de ce gène. La plus fréquente, c'est la delta F508. Voilà, ça c'est juste pour que vous le sachiez. Et c'est celle qui est en cause chez 70% des malades. Selon la nature de la mutation du gène qui est portée par la personne, la mucoviscidose, du coup, sera plus ou moins sévère. Et la protéine, elle est anormale et les sécrétions, elles ne contiennent pas assez d'eau du coup. Donc, comme c'est peu fluide, les sécrétions s'évacuent vraiment très difficilement. D'ailleurs, j'ai trouvé toutes les images qu'il y a sur les PowerPoint, c'est du Google Images. Je vous ai trouvé cette image qui est vraiment parlante et qui résume bien ce qu'engendre la mucoviscidose. Donc là, vous avez des voies respiratoires saines, comme vous et moi. Et là, vous avez les voies respiratoires en cas de mucoviscidose. Et vous voyez ce mucus épais et collant, vraiment quelque chose de très visqueux qui obstrue les voies respiratoires. Donc, je vous ai dit que ce n'était pas une maladie respiratoire à proprement parler, puisqu'elle touche tous les organes, mais c'est vrai que principalement, c'est les poumons et c'est le pancréas. Donc, elle touche aussi les glandes sudoripares qui, du coup, vont marquer une augmentation de la concentration en ion chlorure dans la sueur. C'est pour ça qu'on fait ce test de la sueur. C'est par rapport à cet impact qu'a la pathologie. Donc, on a déjà vu un petit peu comment a été fait le diagnostic de la mucoviscidose. Donc, voilà, on a le dépistage néonatal par le test de Guthrie. On a le test de la sueur qui, lui, donc, c'est un examen qui va être essentiellement réalisé en cas de doute. Il y aura un excès de sel dans la sueur qui va vraiment être très caractéristique de la maladie. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la sueur qui est recueillie sur du papier absorbant, qui va être analysé par la suite, si le taux de chlorure est
inférieur à, j'arrive jamais à le dire, vous le retrouverez dans le cours, à 40, la personne, elle est indemne. Si c'est supérieur à 60, la personne, elle est malade. Maintenant, si c'est compris entre 40 et 60, l'examen, pardon, il doit être refait ou complété par d'autres analyses génétiques. Parce qu'on ne peut pas savoir si c'est vraiment ça ou si c'est peut-être autre chose. Et on a le diagnostic prénatal de la mucoviscidose. Donc là, en général, c'est pour des personnes qui ont le gène et qui savent qu'ils ont le gène. Ils sont peut-être porteurs du gène, mais ils sont porteurs sains. Donc là, ça consiste à prélever du liquide amniotique au cours d'une amniosynthèse et ça va permettre de savoir si l'embryon a un défaut génétique sur ce fameux chromosome. Donc, ça peut se faire en début de grossesse, après un conseil génétique, ou après une échographie obstétricale qui va peut-être détecter une anomalie du transit intestinal de l'enfant. Les signes assez avant-coureurs et qui laissent suspecter, ça va être souvent une toux qui est prolongée, qui est sèche, ou très souvent accompagnée d'expectoration ou avec des infections bronchopulmonaires qui vont vraiment être récurrentes. Hein. Vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée, ces bronches qui sont vraiment obstruées par ces sécrétions qui sont épaisses, collantes, visqueuses. Il va y avoir prolifération bactérienne. C'est des personnes qui font des infections bronchopulmonaires à répétition. Donc voilà, on va avoir un peu le doute sur ça. S'il y a des douleurs abdominales, des lithiases biliaires, des diarrhées chroniques et graisseuses, c'est surtout ça qu'il faut retenir, et graisseuses et malodorantes, des épisodes de constipation. Je vous rappelle que ça touche tous les organes. On a vu que ça touchait le système digestif. Une asthénie, un amaigrissement alors que l'appétit est souvent correct, une déshydratation, vous comprenez pourquoi aussi. Et chez l'enfant, en général, on va observer une cassure de la courbe du poids et de la taille. Des sueurs qu'on va observer et remarquer qui sont très salées. Et on parle d'infertilité masculine, mais je pense que là, c'est vraiment pour des formes qui arrivent de façon assez tardive. Suite au diagnostic, il va falloir faire un état des lieux de la pathologie. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a déjà évolué? Comment elle a évolué? Et pour pouvoir du coup adapter le traitement et la prise en charge très rapidement du patient. Donc, une fois que le diagnostic il est posé, le médecin il va procéder à différents types de bilans, à des évaluations qui vont forcément être adaptées à l'âge du patient. Donc, on va voir le bilan d'état général et nutritionnel. Donc, ça consiste à la mesure du poids, de la taille, ce qui va nous permettre d'avoir un IMC. Si c'est un enfant, on va observer la courbe de croissance. On va faire un bilan respiratoire. Donc là, on va passer sur les EFR. C'est pour ça que je vous ai parlé des EFR juste avant. Donc, notamment, on va se servir de la spirométrie. Et on peut compléter tout ça par radiographie thoracique, scanner. Et on peut aussi faire de façon récurrente des ECBC, des examens cytobactériologiques, des crachats, pour s'assurer qu'il n'y ait pas prolifération bactérienne et qu'il n'y ait pas un risque de bronchopneumopathie. On va faire un bilan digestif. Il va rechercher le médecin s'il y a vraiment une atteinte digestive à l'aide de bilans sanguins, d'échographies abdos, de scanners. On peut éventuellement faire des endoscopies œsophagiennes. Il va étudier la digestion des graisses du patient. Si le patient est carencé en vitamines A, D, E, K ou en nutriments, fer, sodium, chlore. On va rencontrer très souvent des patients qui ont la mucoviscidose et qui du coup sont diabétiques parce qu'il y a un impact sur le pancréas. Et souvent à ces personnes-là, on va du coup donner quelques conseils génétiques. Mais ça, je vous laisserai le lire à tête reposée. La mucoviscidose, c'est une maladie qui va évoluer de façon assez variable d'un patient à l'autre. Et c'est pour ça que la prise en charge, elle est précoce, elle est rigoureuse.
Et on essaie vraiment d'assurer aux malades une qualité de vie parce que souvent, c'est des jeunes qui vont grandir, qui vont vivre avec leur maladie. Ils auront une vie, je ne peux pas dire comme vous et moi, parce que leur quotidien va être rythmé par des hospitalisations, par des traitements qui sont souvent lourds. Mais c'est justement des patients qui vont être éduqués très tôt et qui très souvent vont être très observants de leur pathologie et qui se connaissent très bien. Un mucoviscidose, c'est assez grossier ce que je dis, mais un mucoviscidose se connaîtra beaucoup mieux que n'importe quel autre patient à qui on vient de diagnostiquer une pathologie respiratoire ou peut-être même après 3 ans de diagnostic d'une fibrose ou une BPCO. Ce pas les mêmes patients, c'est des gosses en général qui ont grandi avec cette maladie et qui savent appréhender leur pathologie. Donc le traitement, lui, va vraiment être pluridisciplinaire. On aura du traitement médicamenteux, on aura une hygiène de vie, que ce soit au niveau nutritionnel, une kinésithérapie quasi quotidienne. Tout ça pour prévenir, dépister et traiter rapidement des complications qui peuvent intervenir. En particulier, je me répète, je suis désolée, les infections bronchopulmonaires. On va tenter vraiment de maintenir un état nutritionnel qui est optimal pour avoir une croissance satisfaisante chez les enfants. Dans certains cas, on peut améliorer la fonction de la protéine, ce qu'ils expliquaient. Bon, je ne suis pas allée chercher plus que ça. Moi, vraiment, je me suis concentrée sur ce que j'ai vu et ce que j'ai pu connaître grâce au service que j'ai fait chez le professeur Renaud Gobert quand j'étais étudiante et en contrat d'apprentissage, et après à l'AREA quand je m'occupais de patients atteints de mucoviscidose qui attendaient ou qui avaient leur greffe. On va leur assurer aussi un soutien psychologique. On ne balance pas des gens comme ça dans la nature avec un tel diagnostic et encore moins les parents. Et on va éduquer et le patient et la famille. Ces gens-là deviennent des soignants, ils deviennent vraiment des acteurs de santé. Et moi, je sais que je m'appuyais beaucoup sur les familles, j'écoutais beaucoup ce qu'elles disaient parce que personne ne connaît mieux la maladie qu'eux. Donc, si vous disent que là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le traitement médical de la muco, donc c'est prévenir et ralentir la dégradation de la fonction respiratoire. C'est lutter contre l'encombrement des bronches. C'est prévenir et traiter l'infection bronchopulmonaire et ORL. C'est prévenir les infections pulmonaires virales ou bactériennes par la vaccination, forcément. C'est pas uniquement avaler des médicaments, faire de la kiné. C'est aussi prévenir par le vaccin de la grippe, du pneumocoque, pour leur éviter d'avoir des aggravations de bronchopneumopathie. Ah, ma petite Chloé est là. Excusez-moi, je m'interromps. Ma petite Chloé, est-ce que tu veux dire quelque chose ou est-ce que tu veux que je termine la présentation de la pathologie? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Il y a tout le monde qui t'entend, ma chérie. Oui, oui, si tu veux, tu peux finir. Et puis, si tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Mais je te remercie, merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est normal. Je te coupe le voilà, super, merci ma chérie. Allez, je reprends. Enfin, je continue. Donc, ça m'a un peu perturbée, je suis contente. C'est Caroline. Attends, je vais couper ton micro du coup. Voilà. Et donc, on va aussi s'assurer d'un équilibre nutritionnel et digestif des personnes atteintes de mucoviscidose. La dénutrition, elle est vraiment assez fréquente chez ces personnes. C'est la conséquence d'une mauvaise absorption des graisses et des protéines. Ça peut être aggravé par les infections pulmonaires qui vont être répétées parce qu'en général, c'est des personnes qui vont avoir un manque d'appétit, comme toute personne qui est malade. Quand on est malade, on n'a pas forcément envie de passer à table. Donc, c'est important de surveiller leur état nutritionnel. On va veiller à un régime alimentaire très équilibré en général.
hypercalorique associé à un apport en vitamine A, D, E, K, des apports complémentaires en sel si c'est nécessaire en fonction des analyses couramment faites et forcément une bonne hydratation. On va avoir le traitement par kinésithérapie. Donc, la kinésie respiratoire va être quelque chose de très important et qui va être débuté en général dès le diagnostic et en fonction aussi des signes qui sont à ce moment-là et des symptômes présents. Ça va permettre de favoriser le passage de l'air et désencombrer les voies respiratoires, d'augmenter les échanges gazeux au niveau des poumons, de maintenir l'élasticité du thorax et participer au renforcement musculaire et de lutter contre les infections en leur permettant d'évacuer leurs sécrétions qui sont peut-être à ce moment-là également surinfectées. Rappelez-vous cette photo que je vous ai montrée au tout début du cours de cette bronche saine où il n'y a pas de mucus collant et visqueux et cette bronche d'un patient qui a la mucoviscidose et qui est complètement obturée. La kinésithérapie, elle n'est pas que respiratoire, elle est aussi musculo-squelettique. Elle va prévenir les troubles musculo-squelettiques qui vont être en général engendrés par l'atteinte respiratoire. Donc, on va leur apprendre des exercices de renforcement musculaire pour permettre même eux, quand ils n'ont pas le kiné sur place et quand ce n'est pas l'heure des séances, de pouvoir aussi prévenir et savoir comment tousser, parce qu'il y a aussi des façons de tousser. On a des complications qui vont à un moment donné apparaître et qui vont être chroniques. Celle que vous connaissez tous et le mieux parce que elle a été très médiatisée et tant mieux, c'est la complication pulmonaire qui par le fait que l'évacuation des sécrétions ne se font pas correctement chez ces personnes-là, vont engendrer des infections respiratoires qui vont être répétées, 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 répétées. Et c'est ce qui va jouer vraiment un rôle majeur dans la sévérité de leur maladie. Ces complications respiratoires, avant de parler de la greffe pulmonaire, elles vont engendrer des infections qui vont souvent être dues à des bactéries, notamment on parle surtout du Pseudomonas aeruginosa, qui, lui, en plus, s'entoure d'une sorte de film protecteur. Donc, c'est vraiment une infection pulmonaire qui est vraiment chiante à combattre et ça leur demande vraiment beaucoup, beaucoup de force. Ils sont souvent assez fatigués quand ils sortent de ces infections pulmonaires-là. C'est pour ça que la kiné est très importante conjointement à un traitement en antibiothérapie. On va avoir des complications digestives et nutritionnelles. Je vous en ai parlé. On a la perte de poids qui est liée à la dénutrition. On a des fois l'apparition d'ostéoporose, des reflux gastro-œsophagiens, l'obstruction des voies biliaires par le mucus qui vraiment est épais et peut provoquer des stéatoses du foie. Pour les patients adultes, qui souhaiteraient, et c'est normal, fonder une famille, il y a un risque d'infertilité. Et pour ça, il y a des solutions qui sont prévues. La greffe pulmonaire, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis des années et des années. C'est quelque chose qui consiste, je ne vous apprends rien, à remplacer les 2 poumons qui sont malades. Personnellement, j'ai pu assister à plusieurs greffes. Je trouve ça magique. C'est vraiment incroyable ce qui est fait. Peut-être que Chloé, tu veux intervenir à ce moment-là pour en parler de la greffe. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce qu'après, j'aurais fini pour la mucoviscidose. Oui, alors je ne sais pas trop quoi dire, mais si tu as des questions. La greffe pulmonaire, on te l'a présenté à quel moment de ta pathologie? Alors, on a commencé à m'en parler quand j'avais 14 ans. Parce que mon état de santé se dégradait à vue d'œil.
Donc, on m'a proposé de faire des bilans pré-greffe, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais par chance, j'ai réussi à remonter la pente à ce moment-là. Et par contre, on m'en a plus parlé jusqu'à ce que je sois greffée. D'accord. Et est-ce que tu veux corriger certaines choses que j'ai dites en amont ou peut-être compléter d'autres choses, sachant qu'ils auront un cours vraiment théorique très précis sur la mucoviscidose, mais peut-être que tu veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était vraiment très compliqué quand tu étais enfant, durant ta maladie, peut-être dans des phases un petit peu de complications aiguës? Alors moi, surtout, ce qui était difficile, c'était de manger quand j'étais infectée. Ouais. Je pouvais perdre jusqu'à 10 kilos en un mois parce que je ne mangeais pas du tout. Mm. Donc dans ces cas-là, on me proposait des compléments alimentaires pour essayer de compenser. Ouais. Sinon, en réalité, la chose la plus dure quand on a la mucose, c'est l'acceptation des autres et le regard des autres, en fait. Tu as des choses à nous dire à ce sujet-là? C'est quoi qui est gênant en fait? Eh bien, disons qu'en fait, la mucoviscidose est une maladie qui ne se voit pas, mais qui s'entend. Ouais. Donc, par exemple, quand tu prends les transports en commun et que tu as une quinte de toux, les gens te regardent comme si tu étais une pestiférée et que c'était transmissible seulement par la toux. Et c'est des choses qui sont des fois dures à vivre parce que les gens vraiment vont s'écarter de toi, vont te critiquer. Donc c'est vraiment une chose qui est difficile. Hmm. Euh, on va peut-être pas s'étendre sur le séjour en réa, mais est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui était particulièrement difficile à faire? Alors, il y a eu, je vais dire, trois choses très difficiles à faire. Euh, la première, ça a été d'accepter que je ne pouvais plus être autonome et que je devais dépendre des infirmiers et des aides-soignants pour faire le moindre mouvement. Ensuite, ça a été de tout réapprendre comme si j'étais une enfant. J'ai dû réapprendre à manger seule, à parler, à marcher. Et c'est quelque chose qui est très dur parce qu'on se dit, mais je sais le faire, mais le corps n'en est plus capable. Donc, il faut que je lui réapprenne tout. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et puis ensuite, la sensation d'être enfermée en fait dans ce box de réa et de ne pas pouvoir être libre de ses mouvements, soit pouvoir aller marcher quand on en a envie ou qu'on a mal au dos parce qu'on est trop allongé. Voilà, c'est vraiment les trois choses les plus dures en réa. Et ça va être un peu bizarre ce que je vais poser comme question, mais est-ce que tu as eu quand même un bon souvenir? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui était quelque chose de positif quand tu étais à l'arrière? Alors, il n'y en a pas eu qu'un parce que l'équipe de cette réa était top. Mais je me souviens de toilettes le matin où les infirmières entraient dans mon box et mettaient de la musique. Donc, de très bons moments. Et le jour de mon anniversaire, puisque j'ai fêté mes 18 ans donc en réa, Eh et, oui. et en pleine nuit, toute l'équipe soignante est arrivée en criant joyeux anniversaire dans ma chambre. Et ça a été vraiment un moment très émouvant pour moi. Moi, je me rappelle surtout, excusez-nous, hein, je profite aussi de ce moment-là. Je me rappelle d'un moment, et c'était le plus beau pour moi. Tu n'étais plus à l'arrière. Et j'étais de dos et on m'appelle, une voix m'appelle, je me retourne et qui je vois Chloé arriver toute maquillée, toute radieuse sur ses deux jambes, marchant droite et fière, la tête haute. Ça pour moi, c'était le plus beau souvenir. Ouais, il faut, voilà, et vraiment, je dirais pas
tout le parcours qu'a vécu Chloé, mais de son jeune âge, elle en a vraiment chié. Pardon, je suis vulgaire, mais elle en a vraiment chié. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai, tout le monde connaît Grégory Le Marchal, mais on ne connaît pas aussi, il y a vraiment d'autres histoires qui sont assez tragiques et qui en fait se sont super bien terminées et avec une force et un esprit combatif qui est vraiment incroyable. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité des patients mucos. Moi, je dis les patients mucos. Je sais que certains n'aiment pas dire ça, mais moi, je le dis parce que vous êtes vraiment différent de tous les autres malades. Vous avez une force en vous qui vous permet vraiment de soulever des montagnes et d'aller au-delà de cette maladie et de vos capacités. Donc, merci. Je suis vraiment flattée que tu aies accepté de faire part un petit peu de tout ça. C'est normal, je t'en prie. On n'oublie pas non plus les familles, notamment la maman de Chloé. Il faut savoir quand même que les familles ne peuvent pas forcément être tout le temps là et tous les jours. Les gens n'habitent pas forcément à côté de l'hôpital. On peut leur faire avoir des logements, mais bah, des fois, c'est assez compliqué. Et, euh, et surtout, où là, c'est compliqué, et notamment dans le cadre de ces pathologies-là, c'est quand on doit intuber en urgence des patients et que la famille n'est pas présente à leur côté. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, il existe le merveilleux outil qui s'appelle smartphone, et encore que dans certains box, on ne captait pas. Mais je me rappelle d'une fois où, effectivement, on a dû intuber en urgence Chloé, et la première chose qu'on a faite, c'était d'appeler maman. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment s'attacher, s'attarder parce que il n'y a pas que le patient, il y a la famille. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment des personnes qui deviennent des acteurs de santé. Tu veux dire autre chose, Chloé? Oui, si tu me permets, tu dis Attends. que il y a le patient et la famille, mais il y a aussi l'équipe soignante. Et moi, je sais que grâce à l'équipe de cette réa, moi, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'avais une infirmière en particulier qui me poussait les fesses pour faire ce qu'il fallait pour aller mieux et m'en sortir au plus vite. Et, et il faut savoir que c'est très important d'avoir une équipe soignante qui est présente, mais qui aussi donc présente vous soutient et vous accompagne dans ces moments difficiles, mais aussi est là pour relâcher la pression, pour rire avec vous, etc. Et donc, c'est très important d'avoir des infirmières ou des aides-soignants ou des médecins qui ils sont vraiment à votre écoute et qui sont là vraiment pour vous. Même s'ils ont plusieurs patients, ils sont capables de s'arrêter un instant avec vous Pour prendre le temps. pour prendre le temps. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, ma poupée. Je t'en prie, patronne. Alors écoutez, du coup, on aura pris beaucoup de retard, mais c'est pas grave. Parce que ben, je crois que ce genre de témoignage, vous en aurez très très peu. Et je suis très très heureuse que Chloé ait pu du coup nous rejoindre et vous dire ces quelques mots. Alors écoutez, on va passer je vais passer peut-être assez rapidement sur ça, sur les pathologies pour pas vous retenir trop longtemps. Et comme je vous ai promis, à la rentrée, on laisse passer les vacances parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour une association. On fera chaque pathologie beaucoup plus détaillée. Donc là, je vais aller assez rapidement. Comme ça, vous les entendrez un petit peu toutes les pathologies et on se fera ça vraiment dans un détail. Donc, la fibrose pulmonaire, qu'on peut dire aussi idiopathique, c'est une pathologie qui est caractérisée par des anomalies sur les poumons qui vont concrètement en fait, se rigidifier. C'est en général une maladie qui débute entre 60 et 70 ans. Et le terme idiopathique, parce que vous avez la fibrose pulmonaire qui peut être conséquente à des expositions, à des produits corrosifs ou autres. Et idiopathique, ça veut tout simplement dire qu'on n'a trouvé aucune cause qui ait pu entraîner cette pathologie.
Les signes, ça va être l'essoufflement, la toux grasse, l'asthénie, la perte de poids, la cyanose. L'hypocratisme, c'est cet aspect qu'ont les ongles chez des patients qui ont vraiment une insuffisance respiratoire. Et forcément, je vous ai parlé des EFR, c'est grâce à certains EFR qu'on va pouvoir connaître la caractéristique de cette pathologie qu'est la fibrose. Les causes, je vous en ai parlé, quand elles ne sont pas, quand ce n'est pas une fibrose idiopathique, c'est l'inhalation de substances nocives, de gaz, de vapeur, de poussière. Ça peut être des médicaments, une exposition à des radiations, notamment des radiations médicales, des bactéries, des virus. Le diagnostic, il va se faire grâce à ces différents examens. Donc, ça va être forcément la clinique du patient, hein. On n'échappe jamais à la clinique du patient. On pose toujours des questions. On fait toujours cette anamnèse qui est vraiment très, très importante. On aura la radiographie du thorax, le scanner, la bronchoscopie, les EFR, voilà, forcément, le bilan, la biopsie pulmonaire et on peut éventuellement faire un lavage broncho-alvéolaire. Mais là, ça sera plus le LBA, la recherche d'infections sous-jacentes. Le traitement médicamenteux, ça va être forcément un antifibrosant. Il en existe deux qui disposent l'AMM, qui vont permettre de ralentir l'aggravation de la maladie et ça n'entraîne pas ou peu d'amélioration des traitements, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. On va faire un examen clinique et des EFR tous les 3 à 6 mois pour surveiller l'évolution de la fibrose, sachant que la fibrose, c'est une pathologie qu'on peut être amené en définitif à greffer. C'est des patients qui peuvent être greffés sur la fin de leur pathologie avec la dégradation de leur fonction respiratoire. La thérapie, elle va être dirigée par rapport aux facteurs déclenchants. En fonction de la profession, si c'est lié à la profession, on va leur faire changer de profession. Si c'est le tabac, il n'y a pas de secret, ça sera un sevrage tabagique. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Ah, alors c'est parti. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a le micro. Là. Désolée. On va faire de la kiné, exactement. On va faire de la réhabilitation respiratoire pour leur permettre de retrouver une fonction respiratoire plus acceptable. C'est un travail qui va être difficile à faire et qui est plus facile, par exemple, chez les patients de mucoviscidose parce que ils grandissent avec ça et c'est une éducation tout simplement qu'eux, ils vivent au long cours. Et à ces personnes-là, on va devoir tout apprendre. En fonction, il y aura de l'oxygénothérapie, on va pouvoir mettre des bronchodilatateurs, des traitements anti-inflammatoires également. On va préconiser la vaccination parce que le but aussi, c'est d'éviter des surinfections pulmonaires, donc pneumocoque, la grippe et dans le pire des cas, la complication chronique terminale, c'est l'éventuelle transplantation. La bronchopneumopathie constrictive et obstruante, la BPCO. La BPCO, c'est la maladie du fumeur. C'est une maladie respiratoire qui est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. L'inflammation des voies aériennes, dont les bronches, provoque un épaississement des parois par atrophie des muscles lisses. Ainsi, on a une hypersécrétion qui va être réactionnelle. On a le tissu pulmonaire qui va être très inflammé et ça va entraîner vraiment des perturbations cellulaires avec des anomalies fonctionnelles importantes. Les alvéoles pulmonaires qui, elles, permettent les échanges gazeux au cours de la respiration, mais petit à petit, elles vont être détruites et ça va engendrer de l'emphysème. L'emphysème, c'est vraiment au niveau alvéolaire, il y a une destruction de nos alvéoles. La BPCO, c'est un vrai problème de santé publique mondiale. C'est la 3e cause de mortalité dans le monde et c'est la 5e cause de handicap dans le monde. Parce qu'un handicap, ce n'est pas uniquement quelque chose de moteur, de physique, c'est aussi respiratoire. C'est aussi tout ce qui nous met en incapacité de vivre correctement.
Les étiologies, on a la pollution, les infections des voies respiratoires, les expositions professionnelles ou domestiques, donc tout ce qui est silice, poussière de charbon, poussière végétale, moisissure, le tabac. Par contre, il ne faut pas confondre la BPCO et l'asthme. Plus ou moins, ils ont un système de fonctionnement qui se ressemble, mais ce n'est absolument pas la même chose. La BPCO, c'est son facteur principal, son facteur de risque, c'est le tabac, alors que l'asthme, ça va être surtout, c'est pas à cause du tabac qu'on devient asthmatique, c'est un facteur aggravant. En général, l'étiologie de l'asthme, c'est uniquement allergène. Dans la BPCO, on va avoir des exacerbations, difficiles à dire, hein, des exacerbations qui sont fréquentes. C'est à ce moment-là où la maladie va se compliquer, va s'aggraver, où le poumon va avoir des complications et des cicatrices respiratoires, j'ai envie de dire. C'est des symptômes qui arrivent tardivement, alors que l'asthme en général, c'est diagnostiqué bien avant 40 ans, c'est souvent à l'adolescence. C'est d'évolution progressive, alors que l'asthme, c'est assez variable dans le temps. On a des signes fonctionnels qui vont être la dyspnée, les toux avec l'expectoration, et on va avoir des signes physiques qui vont être liés en fait à la fonction respiratoire qui se dégrade avec un problème au niveau de la mobilité de la personne, de ses déplacements, qui va vite fatiguer. Par exemple, on va voir que sur le classement de la BPCO qu'on fait grâce aux EFR et notamment grâce au VEMS, dans le stade 1, vous entendrez aussi Gold 1, on parle d'obstruction bronchique légère. C'est des gens qui ont un VEMS qui est à 70, ils vont dire « je suis essoufflé quand je me dépêche sur du plat ou dans une pente ». Dans le stade 2, on est sur un Gold 2, obstruction bronchique modérée, le VEMS il est compris entre 50 et 70. C'est des patients qui vont vous dire « je marche moins vite que des gens de mon âge ». Que ce soit sur du plat et parfois je m'arrête, je fais des pauses quand je marche à mon pas ou sur du plat. Sur le stade 3, Gold 3, on est sur une obstruction bronchique qui est sévère. Donc là, vraiment, on commence à rentrer dans une pathologie qui se dégrade de plus en plus. On a un VEMS qui est entre 30 et 50, c'est déjà gravissime. Là, c'est un patient qui va vous dire « je m'arrête pour respirer après 90 mètres ou alors après quelques minutes sur du plat. » Sur du plat, on n'est même pas sur de la pente. Et le stade 4, donc là, on est sur la phase terminale de la BPCO. C'est une obstruction bronchique qui est très sévère. C'est un VEMS qui est inférieur à 30%. C'est des gens qui ont vraiment du mal à respirer, qui sont oxygénodépendants. S'ils ne sont pas sevrés du tabac, ils n'auront pas le droit à la transplantation. S'ils sont sevrés du tabac, après conseil pluridisciplinaire, éventuellement, c'est des gens qui pourront être transplantés. C'est des gens qui sont trop essoufflés pour quitter leur maison, qui ont besoin d'une assistante pour la toilette, donc d'une infirmière à domicile, et pour tous les gestes de la vie courante, pour s'habiller, pour aller aux toilettes. En fonction du VMS, on retrouvera du coup un traitement qui sera associé. Je vous laisserai le regarder avec attention dans le cours. Je vous ai tout bien détaillé, donc ce ne sera vraiment pas un souci, vous vous en sortirez. Un petit aparté du coup sur l'exacerbation et la décompensation. L'exacerbation, c'est la majoration des symptômes de la maladie quand elle se prolonge dans le temps, en général supérieure à 2 jours. Et qu'elle nécessite un changement du traitement. Il ne faut pas le confondre avec la décompensation de la BPCO, qui n'est absolument pas la même chose. La décompensation, elle induit une aggravation si grave de la maladie qu'elle engage le pronostic vital. Donc, l'exacerbation, voilà, c'est sur plusieurs jours, ça nécessite un changement du traitement, alors que la décompensation, c'est les patients qu'on admet en réanimation et qui sont très souvent intubés. C'est ça la différence. Voilà. On a tous vu le film Les Inconnus. Hein. Le tabac, c'est tabou, on emmènera tous à bout. La BPCO, la maladie du fumeur. L'asthme. Donc, l'asthme, du coup, qui n'est absolument pas à confondre avec la BPCO, je vous ai expliqué pourquoi. C'est une maladie qui est chronique, qui est inflammatoire. C'est
Ça se passe au niveau bronchique, au niveau des bronches. Ça se manifeste par des crises d'essoufflement, de la toux, une respiration qui est sifflante, avec parfois une gêne respiratoire qui est permanente. L'asthme, elle va provenir de l'association d'une prédisposition déjà génétique à des allergènes, des facteurs environnementaux favorisants comme le pollen, les acariens, les squames, les poils d'animaux, les blattes, les moisissures. Moi, par exemple, mon mari, c'est pas un asthmatique étiqueté, mais il est obligé de faire très, très, très attention pour ne pas développer justement un asthme. Il est très sensible à tout ce qui est allergène. On a toujours de la ventoline quand même à la maison. Quand on arrive dans des saisons printanières où le pollen il est à profusion sur l'environnement. Et ça induit, par exemple, tous les jours, ces personnes-là doivent se laver les cheveux, les hommes la barbe, changer les habits, parce que tous ces allergènes sont sur vous et pas que dans votre voiture ou dans la maison. Sa transmission, c'est pas génétique, hein, c'est pas héréditaire. Voilà. Les mécanismes de déclenchement lors d'une crise vont induire le calibre des bronches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le calibre des bronches il va se réduire, donc il va y avoir une obstruction bronchique. L'obstruction bronchique, elle va s'expliquer par 3 mécanismes. Un, on aura l'inflammation des bronches, ce qui va rendre la paroi des bronches plus épaisse, comme vous le voyez sur la photo. Ensuite, en 2, on aura la contraction des muscles qui entourent les bronches, et là, c'est le bronchospasme. Et en 3, on aura la sécrétion de mucus épais et collant au niveau de la paroi des bronches, et ça va venir obturer en plus de ça la lumière de la bronche. Donc voilà comment se fait le mécanisme de la crise d'asthme. Les symptômes, je vous en ai parlé là vite fait. La plus fréquente, c'est l'essoufflement. On peut avoir l'oppression thoracique, une difficulté à respirer profondément. C'est ça qui est très caractéristique. Une respiration qui va être sifflante, un essoufflement à l'effort et une toux qui ne passe absolument pas. Donc la manifestation de l'asthme, elle peut vraiment survenir à n'importe quel moment de la journée. Souvent, ça se passe au moment en pleine nuit ou au petit matin. C'est possible que parfois la personne asthmatique, elle ne perçoive rien et que c'est lors de tests respiratoires qu'on va voir qu'il y a une difficulté de circulation de l'air dans les bronches, qu'il y a une petite crise d'asthme, ou alors c'est juste un petit peu l'aggravation de la pathologie. Les facteurs déclenchants, c'est tous les allergènes respiratoires, c'est le pollen, c'est les animaux domestiques, c'est les acariens, c'est les blattes, c'est les cafards. Oui, effectivement, c'est des insectes qui recherchent l'obscurité, l'humidité, la chaleur. On n'en parle pas trop, c'est pour ça que je m'arrête un peu. Et en cas de forte infestation sur certains textiles qui vont être contaminés, en fait, les cafards, ils ont des éléments qui sont assez allergisants, qui véhiculent par la poussière et en se faufilant un petit peu de partout. Et c'est ce qui va provoquer des réactions allergiques. On a les moisissures, donc des champignons qu'on peut retrouver dans les maisons un petit peu mal isolées, notamment les salles de bain. Il y a les infections respiratoires qui peuvent provoquer et déclencher des crises d'asthme. Il y a des activités sportives. Bon, le sport est recommandé chez les personnes asthmatiques. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de sport. C'est juste que il y a des périodes où, par exemple, l'hiver, l'inhalation de l'air froid et sec lors de l'exercice, ça peut être à l'origine d'une crise d'asthme, en particulier sur des gros efforts. Et il y a des médicaments comme des bêta-bloquants qui peuvent aggraver un asthme. Les vapeurs irritantes, les odeurs fortes. Attention, si vous êtes très adepte comme moi des huiles essentielles et de la diffusion d'huiles essentielles, il y a des huiles essentielles qui sont peu recommandées pour les asthmatiques ou alors vraiment avec parcimonie. Et si vous devez faire des diffusions à la maison, faites-le en leur absence et pensez à ventiler un petit peu les lieux pour pas que certaines huiles essentielles qui ont un haut potentiel au niveau des récepteurs, un haut potentiel chimique, viennent provoquer les crises d'asthme. Et certaines femmes qui ont déjà un asthme sévère en période de menstruation peuvent avoir un déclenchement de leur crise.
On prévient comment? Par tout ce que je vous ai présenté, par les facteurs déclenchants. Donc là, ça va être une hygiène de vie très rigoureuse par les acariens, comment se protéger du pollen, comment se débarrasser du pollen, comment se débarrasser des poils d'animaux, faire appel à une société de désinfestation pour les cafards, lutter contre l'humidité pour les moisissures, les fuites d'eau. Attention s'il y a beaucoup de plantes dans les maisons, il faudrait peut-être utiliser des humidificateurs. Le sport, il faut en faire, c'est très important parce que je vous ai expliqué quand on a fait le cours sur l'intubation que on a des muscles respiratoires qui permettent l'inspiration et l'expiration, donc c'est très important de les faire travailler. Mais voilà, il y a certains sports qu'il faudra faire de façon avec beaucoup de précautions pour ne pas déclencher une crise d'asthme. Et il y a des métiers qui vont peut-être amener la personne à changer de profession parce que les facteurs sur place peuvent provoquer des crises d'asthme. Les traitements, pareil, vu l'heure, je vous laisserai regarder le cours en fonction des paliers, de la sévérité. Le palier 1, c'est un asthme intermittent. Vous aurez certains traitements, sachant qu'on a un traitement de fond, qu'on a un traitement en cas de crise et qu'on a aussi la possibilité d'associer plusieurs médicaments entre eux en fonction de l'asthme. Donc, le palier 1, c'est l'asthme intermittent. On a le palier 2 qui est l'asthme persistant mais léger. On a l'asthme persistant modéré. Donc là, on commence déjà sur le palier 3. On commence déjà à rentrer dans un asthme qui est plus handicapant. Le palier 4, c'est un asthme qui est persistant et sévère. Et on a le palier 5 qui est un asthme persistant et très sévère. Et donc là, la vie de la personne, le quotidien de la personne est très, très, très compliqué. On demande du coup à ces patients d'avoir toujours une trousse d'urgence sur eux. Cette trousse va contenir des médicaments qui sont évidemment prescrits par un médecin et qui doivent vraiment accompagner le patient asthmatique partout. On va y retrouver un bronchodilatateur d'action rapide en fonction si c'est un enfant ou si c'est une personne qui ne sait pas trop se servir de ces aérosols-là, comme vous voyez sur le petit dessin. On peut leur proposer une chambre d'inhalation. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Il faut qu'ils aient un débitmètre de pointe sur eux, le DEP. Le nom, le numéro de téléphone du médecin traitant et du pneumologue. Et en fonction des particularités de l'asthme de la personne, on peut retrouver des bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques injectables par voie sous-cutanée, avec tout ce qu'il faut pour réaliser l'injection, des corticoïdes per-os. Et si c'est des patients qui font des réactions allergiques à type d'œdème de Quincke, ils peuvent aussi avoir de l'adrénaline injectable sur eux. Donc, la chambre d'inhalation, c'est ce que vous voyez sur le dessin. Il en existe de différentes formes. C'est un dispositif qui va permettre d'administrer les médicaments d'inhalation aux personnes, notamment chez les jeunes enfants qui ont beaucoup du mal à comprendre les consignes et qui vont avoir cette difficulté à coordonner leur inspiration et la libération de la dose de l'aérosol doseur. Ça se présente donc sous cette forme de récipient fermé, en forme de cylindre, comme vous pouvez le voir, sur laquelle on va adapter l'aérosol doseur. On va pulvériser une ou plusieurs bouffées de médicaments à l'intérieur de la chambre et on va simplement dire à la personne de respirer plusieurs fois amplement et calmement l'air qui est contenu à l'intérieur de la chambre à travers l'embut buccal ou le masque. On va parler vite fait de la tuberculose, qui est une maladie qui est due aux mycobactéries du complexe tuberculosis, principalement, vous l'entendrez, c'est le bacille de Koch. La transmission elle est interhumaine et aérienne. On a une période d'incubation sans symptômes qui va de 1 à 3 mois. Les lésions primaires et asymptomatiques dans 90% des cas, c'est possible, ça peut le rester comme ça à vie. Après, il y a des personnes qui vont vraiment développer la maladie. C'est une maladie qui a déclaration obligatoire pour tous les cas de tuberculose confirmés ou suspectés. Les symptômes, on va avoir de la fièvre, des sueurs nocturnes, une toux chronique avec des crachats épais qui peuvent comporter des filaments de sang,
des douleurs dans la poitrine, une asthénie, une perte d'appétit, un amaigrissement. Et pour les formes qui sont extrapulmonaires de la tuberculose, on parle des douleurs dans l'abdomen, des douleurs dans les articulations ou dans le dos, des céphalées et la présence de gros ganglions. Le diagnostic il va se faire par la radio pulmonaire. L'IDR qu'on on a tous eu, hein, nous, quand on est rentré à l'école d'infirmière, en IFSI. Les ECBC, scanner ou IRM, il peut y avoir des ponctions, des biopsies pour les formes extrapulmonaires, des recueils d'urine pour la forme rénale, le test de libération d'interféron gamma. Et suite à ce diagnostic, il peut y avoir des examens complémentaires. Donc voilà, ça c'est l'intradermo-réaction à tuberculine que vous retrouverez dans le cours où je vous ai mis comment ça se réalise, comment ça s'analyse, par qui c'est fait. Donc je passe. Le traitement de la tuberculose, ça va être un traitement antituberculeux qui consiste à prendre tous les jours pendant 3 à 6 mois plusieurs antibiotiques. Donc, il y a 4 antibiotiques pendant les 2 premiers mois. Puis après, on va passer sur d'autres antibiotiques pendant les 4 mois qui vont suivre. Et bien sûr, le vaccin pour prévenir la tuberculose. C'est une maladie dont on entend peu parler, mais qui existe toujours et qui fait toujours des ravages. La sarcoïdose pulmonaire, c'est une maladie de cause inconnue. Voilà. Elle peut toucher les poumons de n'importe qui et 9 personnes sur 10 sont atteintes de sarcoïdose. Ça peut atteindre aussi d'autres organes. C'est une pathologie qui n'est ni une infection, ni une maladie auto-immune, excusez-moi. C'est une maladie qui est dite inflammatoire parce que on a des cellules de l'inflammation qui vont s'organiser en amas, qu'on va appeler des granulomes, au niveau des organes, poumons, ganglions, articulations, peau, etc., etc. Et ces granulomes, il arrive qu'ils ne provoquent aucun symptôme et que la maladie soit découverte fortuitement au décours d'une imagerie thoracique. La sarcoïdose pulmonaire, elle peut également toucher le médiastin avec une augmentation des ganglions à ce niveau-là et surtout les poumons eux-mêmes. Et ça va jusqu'à la fibrose. On va avoir une toux qui est persistante, un essoufflement, une douleur thoracique. Dans plus de 50% des cas, l'évolution de la maladie, elle est bien souvent spontanément favorable, sans ayant vraiment besoin de traitement. Après, le traitement qui sera préconisé dans la sarcoïdose, ça va être la corticothérapie. L'embolie pulmonaire fera l'objet d'un cours plus précis. Je vous l'ai dit, on s'attardera uniquement sur ce cours-là. J'en ferai plusieurs comme ça. C'est l'obstruction pulmonaire d'une artère pulmonaire, le plus souvent par un caillot de sang. Elle provoque des dommages au niveau du poumon. La partie qui va être atteinte par cet embole va empêcher à l'organisme de fournir de l'oxygène. Donc, on va assister à une hypoxémie. Le caillot, il se forme au cours d'une phlébite, le plus souvent, à cause d'une thrombose veineuse profonde. Il va se détacher de la paroi de la veine, il va remonter par la circulation sanguine et jusqu'au cœur. Et lors des contractions cardiaques, avec le ventricule droit, il va propulser ce caillot dans les artères pulmonaires. Et le caillot, il va terminer son cheminement et finir par s'y bloquer et entraîner l'embolie pulmonaire. Les facteurs de risque, c'est souvent des troubles de la coag, l'alitement, l'immobilisation prolongée, des patients qui ont de j'arrive plus à parler, excusez-moi, des plaques d'athérome. Ça peut être dans le cadre de sepsis. Ça peut être aussi des emboles graisseux suite à des fractures osseuses. Ça peut être des emboles amniotiques à la suite d'un accouchement. Ou chez la femme sous contraception orale ou hormonale. Ça peut être aussi lié à des tumeurs. Les signes de l'embolie pulmonaire, ça va être de la douleur tôt, de la dyspnée, de l'hémoptysie. Et le diagnostic, on le fera par le dosage sanguin des dédimères. On expliquera aussi vraiment qu'est-ce que c'est les dédimères dans ce cours. On fera des gaz usants, un angioscan, une scintille pulmonaire, une échodoppler.
Et le traitement, forcément, ça va être de l'anticoagulation à haute dose, hein, avec de l'oxygénothérapie dans certains cas. L'OAP. L'OAP, l'œdème aigu du poumon, pareil, il fera l'objet d'un cours plus précis parce que je veux vraiment que vous puissiez connaître votre rôle propre et sur prescription médicale. Qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de l'urgence? Ça peut être en SMUR, aux urgences ou en médecine, parce que ça n'arrive pas que sur une ambulance avec des pompiers, hein. Ça peut subvenir aussi dans les maisons de retraite, comme je disais au tout début. Donc, l'OAP, c'est l'accumulation de liquide dans les alvéoles pulmonaires et ça, c'est une radiographie d'un patient qui a un OAP. Cette inondation, elle est essentiellement causée par une insuffisance cardiaque gauche, notamment dans le cadre de l'insuffisance cardiaque gauche. C'est simple, hein, vous vous imaginez le cœur gauche qui contracte moins, qui expulse moins. Donc, il y a une accumulation en amont qui se fait. Et en amont, c'est qui? C'est nos poumons. L'insuffisance cardiaque droite, quant à elle, elle va entraîner des œdèmes des membres inférieurs. C'est aussi ça la différence. Donc, le ventricule gauche, comme il ne parvient plus à éjecter correctement le sang, ça va rester bloqué dans la circulation pulmonaire. Et c'est ça qui va augmenter la pression au niveau des vaisseaux. Et cette pression, peu à peu, elle va provoquer le passage du sang dans les poumons. Et dans un premier temps, seul le tissu des poumons va être concerné. Et c'est et uniquement par la suite que les alvéoles pulmonaires, elles vont être inondées par le plasma sanguin et les échanges gazeux ne pourront plus être assurés. Donc, on a des signes qui sont avant-coureurs, comme une intense toux qui peut être sèche, avec probablement, des fois, ça peut être accompagné d'expectorations mousseuses rosées ou dites saumonées. Vous entendrez souvent des crachats, des expectorations mousseuses saumonées, des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire. Soyez curieux et curieuses, prenez vos stétos et auscultez vos patients. Écoutez comment l'air passe. Essayez de faire la différence entre de l'emphysème pulmonaire et des crépitants, des sifflements, des bronchospasmes. Tout ça, c'est audible et avec un bon stéto, vous pouvez l'entendre. Ce n'est pas uniquement réservé aux médecins, hein. Le stéto, ce n'est pas le symbole que du médecin. Moi, j'en ai un très très bon et je m'en sers très souvent. C'est un investissement, mais quand on est infirmière, franchement, moi j'ai acheté un Littmann, oui, c'est un certain budget, mais vous pouvez toujours vous le faire offrir et vraiment, c'est un instrument de travail dont je ne peux plus me passer. On va avoir une anxiété qui accompagne tout ça, de l'agitation, des sueurs, des essoufflements qui sont surtout majorés par l'angoisse que provoquent, ils sont en train de s'étouffer, hein, ils s'inondent dans leur plasma, quoi. Ils auront du mal à parler et c'est des gens qui vont trouver leur position confortable pour respirer. Donc, laissez-les se mettre dans la position qu'ils le souhaitent. La légionellose, c'est une infection pulmonaire grave qui est causée par une bactérie qui est la Legionella, tout simplement. Une maladie qui est contagieuse d'une personne à une autre, qui va affecter essentiellement les adultes et touche plus particulièrement les personnes qui présentent des facteurs favorisants. Les légionelles sont présentes à l'état naturel dans les eaux douces, lacs, rivières ou les sols humides. Et à partir du milieu naturel, la bactérie, elle peut coloniser des installations. Mais pour ça, il faut des conditions qui sont favorables. Et le développement qui va être adéquat pour eux, c'est les stagnations de l'eau, les températures d'eau comprises entre 25 et 45, avec en plus de ça des présences de nutriments. Alors là, ça va proliférer à tout va. Les signes associés à la légionellose, ça va être la fièvre, des frissons, de la toux, de la difficulté respiratoire, des nausées, de la confusion. En général, c'est des signes qui vont apparaître au bout de 2 à 10 jours après la contamination. Et dans la majorité des cas, c'est dans les 5 à 6 jours. Le traitement, ça va être de l'antibiothérapie, hein, tout simplement, et l'évacuation du patient en réanimation ou en soins intensifs. La pneumocystose pulmonaire, c'est bientôt fini. Courage. Je suis désolée, j'aurais un peu débordé, mais j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est une mycose pulmonaire qui est due à un champignon cosmopolite opportuniste, qui est transmissible, qu'on appelle le pneumocystis gyrovici. Ça survient majoritairement chez les patients qui sont immunodéprimés.
Les infections liées à la pneumocystose, on va les retrouver soit chez les greffés bipulmonaires qui sont immunodéprimés dus par leur traitement pour éviter le risque de rejet, soit c'est des personnes qui sont infectées par le VIH et qui ont une immunodépression liée à leur pathologie. La pneumonie, c'est une infection aiguë du poumon qui est due à une bactérie qui est généralement le pneumocoque, hein, mais qui peut être d'autres bactéries aussi. C'est la raison pour laquelle il est vivement recommandé aux patients qui sont déjà atteints de pathologies respiratoires de se faire vacciner contre la grippe, contre le pneumocoque et aujourd'hui contre le Covid. Lors de l'admission de ces patients en réanimation pour ces SDRA, parce que ce seront des patients qu'on va mettre pour des SDRA, détresse respiratoire aiguë et même voire sévère, les médecins réanimateurs ils vont chercher quelle est cette bactérie. Et en général, on va faire le LBA. Vous savez, je vous l'ai présenté dans les EFR. Donc, le lavage broncho-alvéolaire va permettre de savoir en faisant intervenir un kit qui s'appelle le kit de pneumonie communautaire, si c'est une pneumonie qui est acquise dans la communauté, donc communautaire, ou si c'est quelque chose qui est admis à l'hôpital si le patient était hospitalisé lors de son SDRA. Les signes, c'est les signes d'un SDRA lambda et ce qui fera vraiment l'analyse, ça va être l'anamnèse, l'auscultation et les prélèvements qui vont être faits. La pleurésie, c'est la présence de liquide entre les deux feuillets de la plèvre, le feuillet viscéral qui recouvre le poumon et le feuillet pariétal qui recouvre la phase interne de la cage thoracique. Elle va survenir généralement à la suite d'une infection. C'est un liquide qui provoque un épanchement qui peut être de deux natures différentes. Identifiable à la suite de prélèvements de liquide pleural que l'on fait analyser, soit c'est des exudats, soit c'est des transudats. Et les symptômes qui vont être associés, ça va être des douleurs qui sont parfois brutales et intenses, qui vont être majorées par la toux, et en particulier à l'inspiration. Ils vous décriront même une irradiation à l'épaule. La toux est sèche, avec une gêne respiratoire et une diminution de la mobilité thoracique. Il y aura de la fièvre et en général une altération de l'état général. Et le cancer du poumon, qui est aussi appelé cancer bronchique ou bronchopulmonaire, c'est une maladie des cellules des bronches, plus rarement des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires. On retrouve deux types de cancers. Vous avez les cancers bronchiques non à petites cellules, CBNPC, qui représentent près de 85% des cancers du poumon, adénocarcinome, carcinome. Et vous avez les cancers bronchiques à petites cellules qui représentent près de 15% des cancers du poumon. Les traitements, forcément, ils vont varier en fonction du cancer, de son importance, de la région concernée, de l'étendue de la masse tumorale, de son histologie, à la suite de l'analyse qui aura été faite par la biopsie, s'il y a des métastases. Est-ce qu'on va faire de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie? Est-ce qu'il y aura des traitements médicamenteux? Voilà. Tout le traitement et la prise en charge va être conditionné en fonction du cancer et de son étendue. Les signes du cancer, on parle de signes, mais en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Le cancer va être étiqueté à la suite d'analyse. On a des symptômes respiratoires, oui, des toux persistants, des essoufflements, des douleurs thoraciques, des crachats, striés de sang, des infections pulmonaires, des signes généraux, des modifications de la voix. Mais en fait, tout ça, on peut le retrouver dans d'autres pathologies respiratoires. Mais la seule chose qui va nous permettre de l'identifier, c'est la biopsie et tous les examens qu'on a pu voir en amont. Et je vous invite, et vous le verrez, je vous l'ai mis dans le support théorique, vous avez ces termes qui sont importants à connaître pour ne pas être trop perdu quand on vous parle du coup des analyses qui auront été effectuées sur les patients. Voilà, c'est terminé. Au final, j'ai débordé de 4 minutes, mais j'ai raccourci le cours. J'espère que ça vous a plu. Je suis très, très, très contente que Chloé ait pu participer et qu'elle ait accepté de parler. C'est une grande richesse. Voilà, écoutez, si quelque chose, si quelqu'un veut prendre la parole,
Si quelqu'un a une question, c'est le moment. Sinon, je vous souhaite une très, très, très belle soirée et en espérant vous voir très bientôt à nouveau dans un cours, mais bon, ce sera à la rentrée. Pas de questions? Non?